أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Eh bien, chers auditeurs, chers frères, aujourd'hui, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, par la voie de la dawa, c'est-à-dire le rappel, nous allons insister aussi l'importance du rappel qui s'appelle la dawa en islam, le rappel aux vivants, le rappel aux frères de la communauté. Et donc aujourd'hui nous allons inscrire notre intervention conférence dawa sur le thème de l'approche du Tabaski pour la paix dans l'islam et de sa communauté planétaire Ummah, et aussi la détermination dans le désaveu des ennemis d'Allah de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Alors cette première partie, nous allons donner quelques éléments suivant le rapport des savants du Coran, de la révélation et de la Sunna. En ce qui concerne cette période, puisque nous rentrons après le mois du Ramadan dans le Tabaski, au mois d'Ul-Hijjah, et donc le Tabaski s'appelle dans certaines régions le Korban, s'appelle aussi l'Aïd Kébir. Et donc le 7 juin correspond aussi au mois du pèlerinage qui se rapporte à 1445 de l'Hégire. Eh bien, le Oula Tabaski est appelé aussi la fête du sacrifice, nous allons en parler. Et donc, il y a du 1er au 10e jour de la fête du Tabaski, eh bien, il y a ce moment spirituel qui est d'une importance capitale puisque c'est l'occasion pour le pèlerinage, la visite des pèlerins de la Ummah, du monde, de la communauté planétaire, pour ceux qui ont cette possibilité, pour ceux qu'Allah a gratifié pour rendre le pèlerinage au lieu saint de l'islam, la Mecque. Selon la sunna, la tradition du prophète et la confirmation des savants, eh bien, il faut savoir que une prière à la Mecque équivaut à 100 000 fois, 100 000 et démultiplié 100 000 fois. Une prière à Médine, l'autre, le lieu saint de Médine, c'est 1000 fois, et une prière à Jérusalem vaut
c'est-à-dire à Quds, est multiplié 500 fois. Donc nous voyons que ce mois de Dhul Hijjah est un moment important puisque c'est sur la colline de la montagne Arafat que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va recevoir la révélation du parachèvement de la religion, de Din Allah. Et donc, il faut savoir aussi que le Tabaski est appelé aussi la fête du mouton parce que dans la tradition musulmane, c'est comment dire, la reproduction du sacrifice qui correspond à la vision d'Abraham d'Allah subhanahu wa ta'ala d'égorger son fils Ismaël pour nous montrer la détermination de Ibrahim alayhi salam par rapport au tawhid, par rapport à l'obéissance, par rapport à la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi l'acceptation de son fils Ismaël par rapport à cette révélation, cette vision de son père. Ibrahim, Ismaël va accepter justement d'être la caution d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est alors que cette preuve spirituelle déterminante concernant la foi abrahamique a été Allah subhanahu wa ta'ala a racheté justement par le sacrifice du mouton, l'égorgement en fait de Ismaël. Donc c'est un moment très important. Et donc le dimanche, selon les annonces des savants de la Mecque et autres, le dimanche 16 juin 2024 de ce mois qui correspond au calendrier occidental, qui en fait c'est le 10 Dhul Hijjah, 12e mois du calendrier de l'Hégire. Eh bien c'est là que ce sera la plénitude du Tabaski, du Korban ou de l'Aïd Kébir. Notre approche aujourd'hui, et nous demandons aux auditeurs de nous excuser parce que le Centre islamologique africain et caribéen, il, à travers nous, et à travers notre dawa, consiste à sensibiliser les communautés francophones, en particulier des Caraïbes francophones, hein, où il y a, il faut savoir, dans la Caraïbe, et en Amérique latine, il y a 18 millions de musulmans dans la diaspora arabe, et il y a des communautés importantes de musulmans autochtones dans différents pays, comme le Suriname, qui participe à l'organisation de la conférence islamique qui a son siège à Jeddah en Arabie Saoudite et un siège à l'ONU, de même que le Guyana. Mais vous avez des communautés importantes autochtones dans différents pays caribéens. Notamment, on peut citer, comme j'ai dit, le Guyana, le Suriname, Trinidad, et dans tous les pays, dans toutes les îles de la Caraïbe qui sont en pointe de l'actualité, puisqu'il faut faire un peu de théologie politique, puisque dans la confrontation actuellement dans la Caraïbe se trouve par rapport à Cuba
la présence des bâtiments de guerre, bâtiments de la marine russe aux portes des États-Unis à quelques centaines de kilomètres de Miami en Floride. Donc dans la Caraïbe, il y a des communautés musulmanes. Dans on va dire les territoires occupés des Antilles qui sont liés à comment dirais-je, à la tutelle de la domination, on va dire, française, eh bien, il y a aussi des communautés musulmanes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, des communautés adolescentes qui essaient de reprendre un petit peu, comme on dit, de l'autonomie par rapport au poids de la tutelle à travers différentes intermédiaires. Et donc, c'est quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'être musulman, afro-descendant, ce n'est pas une chose facile. En ce sens, il est nécessaire, surtout pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, de mener un combat sans relâche, sans répit pour affirmer son humanité, sa personnalité musulmane, et aussi être du côté de la justice de son peuple opprimé, dominé, occupé. Et donc, il y a vraiment un effort à faire d'émancipation islamique par l'engagement futur des musulmans en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, contre les tentatives systémiques du koufr de transformer la religion, cette religion, la religion musulmane, en traitement colonial de la religion, et qui est pour nous une atteinte à notre humanité, une atteinte à nos droits, puisque nous rappelons que nous avons été victimes d'un crime contre l'identité, puisque nous avons été évincés de la religion musulmane que pratiquaient nos ancêtres en Afrique par les faits de l'histoire, et nous avons été victimes d'un crime contre la parenté, puisque nous avons une coupure de notre parenté musulmane, on va dire africaine, et un crime contre l'identité, puisque notre identité a été transformée, a été occultée par le calendrier grégorien, par les noms du calendrier grégorien. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de commencer sur ce thème, puisque bien sûr, il s'agit de la dawa. La dawa, c'est le rappel, l'appel à l'unicité de Dieu, et nous allons donner en introduction quelques versets du Coran. Quelques versets du Coran, et nous allons aussi donner le libellé du sermon, du dernier sermon du messager d'Allah, le prophète Mohammed, sous le mont Arafat, quelque temps avant sa mort. Mais concernant la paix, puisque nous parlons de l'approche du Tabaski pour la paix dans l'islam et sa communauté Oumma planétaire, eh bien, nous allons nous pencher sur le Sénégal,
on va dire le nouveau Sénégal, le nouveau Mali, le nouveau Niger, et donner quelques éléments et faire quelques observations. Et c'est là que nous allons nous concentrer par rapport au désaveu, puisque l'intitulé du thème aujourd'hui, c'est « Paix dans l'islam et sa communauté planétaire Oumma et désaveu par rapport aux ennemis d'Allah et de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui ». Donc nous commençons par ce verset du Coran. Ne le saisisse. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Nous allons reprendre ce verset du Coran au début, tout au début. Allah. Dans le Coran, Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Allah. Point. Sadaqa al-Azim. Eh bien, ces versets du Coran correspondent à la sourate du trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par ces versets, il nous donne des indications sur ce qu'il est, son statut de Uluhiyya, de divinité existentiateur, l'unique créateur, c'est-à-dire qui est incréé, et toutes ces créatures, tout ce qui relève de ces créatures ne peuvent être adorés, ne peuvent être divinités. Et donc c'est un défi aussi aux polythéistes, aux associateurs, aux idolâtres. Et donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, il est unique, il n'a pas d'associé, comme nous dit cette sourate Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dieu est unique, il est absolu, il est transcendant, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, c'est-à-dire il existe de par lui-même. Il n'a pas de père, il n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant, il est tout seul dans sa création. Et c'est ce que nous indique cette sourate Ikhlas.
il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Donc toutes ces créatures, qu'elles soient humaines, qu'elles soient immatérielles, c'est-à-dire des anges, des génies, des djinns, des minerais, tout ce que renferme l'univers sont ces créatures et ne peuvent être adorées comme sinon c'est de l'idolâtrie. Donc c'est très important à préciser pour la pureté du culte. Et aussi c'est ce point important qui ce point de, on va dire, de fracture par rapport à l'idolâtrie, ceux qui donnent des associés à Dieu, qui disent que Dieu il est trois, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'autres qui adorent autre que Dieu, donc c'est le point de fracture, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. Que les gens qui associent des fausses divinités, eh bien, ils ne peuvent pas être des nôtres et nous ne pouvons pas être d'eux. Et donc, par conséquent, il y a une ligne de séparation sur cette base qui nous différencie entre des adorateurs d'Allah et des associateurs. Ce point est important aussi. Nous allons montrer aussi quelques éléments sur le sermon du prophète. Le dernier serment du prophète. Tous les musulmans sont frères. Ô peuple, écoute, car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre de Dieu, le Coran, et la conduite de son prophète. Ce jour, j'ai parachevé votre religion. J'ai terminé ma mission auprès de vous. Et je vous ai choisi. Ô peuple, écoute. Car je ne sais si je pourrai y revenir l'an prochain. Tu partageras ta nourriture avec celui qui n'en a point. Tu le vêtiras comme tu es vêtu. Un jour tu te présenteras devant ton Dieu et tu devras rendre compte des actes que tu auras commis. Ô vous tous qui êtes présents, faites parvenir ce message aux absents. Vous descendez tous d'Adam, et le plus digne de vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Réfléchissez profondément à ce que je viens de dire. Que toutes vos querelles soient abolies. Tous les musulmans sont frères. Entre musulmans, il ne doit exister ni race, ni tribu. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf de son bon gré. Ne sois ni oppresseur, ni opprimé. Ô peuple, je ne suis qu'un homme. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute bientôt, et la mort m'étreindra.
Donc, c'est vrai que avec les réseaux sociaux, nous avons le privilège de donner aux personnes candides. Nous voulons parler de ceux qui ignorent l'islam. Nous pouvons leur donner des éléments audiovisuels pour qu'ils puissent mieux comprendre effectivement qu'il y a un dernier message, un message qui est le message de l'islam, qui parachève tous les messages envoyés aux prophètes anciens, dont le dernier messager est Mohammed, qui a été prédité par les prophètes précédents, dont Jésus, Sayyidina Isa alayhi salam, Moussa, Moïse, Ibrahim et tous les prophètes depuis notre père Adam, lui-même qui a été un prophète. Et donc, c'est cela que notre travail, c'est la dawa, c'est le rappel, c'est la transmission. Et ceci, c'est un devoir et nous essayons de l'accomplir dans le cadre du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane. Dans cette deuxième partie, puisque nous faisons une approche du Tabaski, de la paix de l'islam et de sa communauté Oumma, nous avons le privilège aujourd'hui de parler des événements dans l'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, au Mali. Et donc, concernant ces événements du Mali, au Mali, il y a une grande révolution qui a commencé par la détermination du peuple musulman malien, qui est musulman à 95%. Et donc, c'est une révolution prometteuse qui, à notre avis, devrait se poursuivre. Et en cette période du Tabaski, les différents protagonistes de cette révolution, ils doivent, à notre avis, puisqu'ils sont frères, se concilier et se réconcilier. Et c'est en ce sens que nous faisons cette approche du Tabaski. Et donc, dans plusieurs de nos vidéos, nous avons pris fait et cause pour la révolution musulmane du Mali, et révolution portée par les oulémas, les savants, les imams maliens, aussi à sa tête l'imam Diko, un imam charismatique que nous sommes au devoir de soutenir, ainsi que tous les autres imams qui font partie de des guides de cette communauté du Mali. Nous devons les soutenir parce que al-ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes. Le Mali, c'est un point important dans la rupture avec le désaveu, à notre avis, des ennemis d'Allah et de son messager, Mohammed, paix sur lui, parce que cette révolution n'a pas seulement rassemblé des partis musulmans, des organisations musulmanes, mais cette révolution du Mali a rassemblé aussi des syndicats, des hommes politiques, des personnalités politiques qui se sont illustrées sur cette terre du Mali, qui est historiquement une terre importante, eu égard les faits historiques des Almami, le passage des Askia Mohammad, des grands Almami que nous citons assez souvent, El Hadj Omar, Samori Touré, Alpha Yaya, Mohamed Lamine, tous ces grands imams qui ont fondé
avant même l'Occident, des civilisations brillantes et prospères. Et le Mali, cette révolution du Mali est un espoir pour l'Afrique, pour la Oumma, et aussi pour la diaspora, parce qu'il faut se rappeler que cette diaspora qui a été déportée de l'Afrique, elle vient de toutes origines. Elle vient de l'Afrique de l'Ouest, elle vient de différents coins de l'Afrique, elle vient de Guinée, elle vient du Mali, elle vient du Sénégal. Donc, pour nous musulmans caribéens, sud-américains, nous attendons beaucoup de la réconciliation des musulmans du Mali, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'imam Dicko, il est en exil forcé du Mali, alors que c'est le promoteur de cette révolution musulmane du Mali qui est à l'origine de différentes transformations depuis les différents gouvernements de comment dirais-je, de ATT, de différents gouvernements qui ont été redressés justement par l'émergence des mouvements musulmans du Mali, différents gouvernements tels que de Moussa Traoré, de ATT, de Ibrahim Keïta, qui ont été renversés par la rue, par l'effort des musulmans en quête de justice et de vérité. Et en ce sens, on peut dire que le mouvement du Mali, après 60 ans d'indépendance, infructueuse, on va dire, par rapport au concept constitutionnel, puisque le Mali, c'est un pays qui n'est pas une création coloniale, mais c'est une création de l'épopée des grands imams, des grands almamis qui ont fondé des grandes civilisations, des empires. Donc le Mali dispose à lui-même d'un socle jurisprudentiel, constitutionnel et juridique qui lui aurait permis d'exister sans les anomalies constitutionnelles imposées par le colonialisme, puisque nous rappelons que en 60 ans d'indépendance, eh bien le Mali a vécu sous différents gouvernements, de Moussa Traoré, de Aboubacar Keïta, de ATT, et aussi de celui qu'on appelle le père de la nation, eh bien sous des systèmes non musulmans, sous des systèmes qui n'ont rien à voir avec l'éthique, avec la morale, avec l'orientation de 95% de la population malienne. C'est pour ça que lorsque l'imam Hassan Diallo porte un correctif disant que effectivement mettant en exergue les carences des politiciens qui n'ont pas su diriger la société malienne sur la base de sa morale, son éducation, ses principes, ses fondements, a parfaitement raison. Et donc nous pensons que ce mois de Tabaski soit un mois où les militaires au pouvoir qui sont intervenus dans le processus de la révolution musulmane malienne devraient se réconcilier avec la population musulmane et non agir, comment dirais-je, par intimidation, par instrumentalisation de la justice, agir de manière à réprimer les masses musulmanes
réprimer les journalistes, réprimer les leaders musulmans, à tel point que l'imam charismatique d'Iko, il est quasiment en exil forcé. Nous avons aussi, dans cette paix de l'islam à l'approche du Tabaski, à résoudre ces problèmes, à résoudre ces contradictions pour ne pas donner des épées à nos ennemis qui sont des adversaires d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, de leur donner des verges pour nous frapper. Et c'est pour ça que nous pensons que ce Tabaski doit être un moment de pardon, un moment de repentance pour que les musulmans puissent retrouver dans leur pays, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, la paix, ainsi qu'en Guinée, pour pouvoir fonder des sociétés prospères, évoluées et en conformité avec les fondements des principes qui nous animent, puisque nous sommes tous des musulmans, et comme nous avons vu, entre musulmans, il ne doit pas y avoir de, comment dirais-je, de division, d'oppression, de problématiques qui contreviennent à la liberté humaine, comment dirais-je, qui attentent à la vie et, comment dirais-je, et à la tranquillité des musulmans. Et donc, par conséquent, nous souhaitons que ce Tabaski soit un moment de sincérité, parce que c'est vrai que nous soutenons le mouvement musulman du Mali, mais nous ne nous opposons pas à la trajectoire de son Excellence Assimi Goïta et des 4 colonels. Parce que, bien sûr, l'erreur est humaine, mais nous prenons en compte les réalisations positives des militaires à travers son Excellence Assimi Goïta, qui a pu rétablir la souveraineté du Mali en éradiquant le séparatisme, ce qui est une chose très importante, qui a pris aussi des décisions importantes, comme les aurait prises d'autres pays, comme l'Irak, qui refuse le séparatisme kurde, ainsi que l'Iran, ainsi que la Turquie, ainsi que la Syrie. Donc par conséquent, même l'Algérie qui refuse le séparatisme kabyle. Donc nous pensons que le colonel Assimi Goïta et son équipe, ils ont à travers leur action aussi commis des choses positives, à savoir tenter de rétablir la souveraineté du Mali dans des espaces incontrôlés où les ennemis extérieurs de l'Afrique, les colonialistes, les impérialistes se servaient de problématiques de séparatisme pour occuper des parties du territoire, pour tenter de piller des richesses, et donc ce sont des choses inacceptables. Et donc par conséquent, nous reconnaissons aux 5 colonels du Mali les efforts qu'ils ont déployés pour tenter faire ce peu pour rétablir la souveraineté du Mali, tout en étant sincères et non hypocrites, en leur disant que la société africaine ou la société musulmane n'est pas dirigée par la force militaire. La société musulmane, de tout temps, depuis son existence avec nos ancêtres, est dirigée par des institutions scientifiques, est dirigée par une constitution en accord avec les principes fondamentaux qui constituent les valeurs de la société majoritaire musulmane à 95%. Donc ce n'est pas la force militaire qui doit diriger la société malienne, mais c'est effectivement une constitution fondée sur des valeurs
les valeurs africaines, les valeurs maliennes, les valeurs constitutionnelles, les valeurs spirituelles, les valeurs sociétales qui doivent, comment dirais-je, être un exergue dans la gouvernance de la société. Et c'est là que nous rejoignons comment dirais-je, l'imam malien Hassan Diallo qui remarque effectivement que les dirigeants de par le passé, pendant 60 ans, ils n'ont pas tenu compte de l'application de ces valeurs, et c'est pour cela que nous sommes toujours dans cette situation. Donc nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas hypocrites, nous disons la vérité, d'où qu'elle vienne, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que, eh bien, il y a à travers la gorge des musulmans maliens qui ont fait cette révolution et qui supposent que leur révolution dans l'orientation a été confisquée. Eh bien, cela passe à travers la gorge des frères maliens, qui voient leur parti politique interdit, qui voient leur liberté d'expression, comment dirais-je, restreinte. Et donc c'est en ce moment-là du Tabaski que nous devons nous réformer, comment dirais-je, nous concilier pour pouvoir résoudre ces problèmes dans la paix, puisque nous savons que l'Afrique et l'islam a fort à faire avec des turbulences, des troubles, et que par conséquent, l'exemple doit venir d'en haut, et par conséquent, il est souhaitable que, effectivement, vu la pléthore d'ennemis que disposent les musulmans en Afrique ainsi que l'islam, eh bien, puisque nous allons parler de ces ennemis, eh bien, le colonel Assimi Goïta et son équipe ainsi que le peuple malien, ils doivent se réconcilier pour trouver, comment dirais-je, la bonne orientation dans le Sirat al-Mustaqim, dans le droit chemin. Et c'est ainsi que nous pouvons intervenir en tant que centre islamologique africain-caribéen de recherche et de la pensée musulmane concernant le Mali. Parler du Mali, en ce sens, serait aussi parler du Burkina Faso, parler aussi du Niger, qui sont des réalités nouvelles qui ont surgi à la grande surprise des peuples musulmans qui peut-être ont les mêmes aspirations, et donc par conséquent nous prodiguons ces mêmes si je puis dire, si nous pouvons le dire ainsi, ces mêmes recommandations aux musulmans du Mali, qu'aux dirigeants aussi du Burkina, du Niger, et c'est en ce sens que nous avons bien reçu, bien interprété cette rencontre de Madame Nathalie Yam, partie du Niger pour rencontrer au Mali le cheikh Hassan Diallo. Et cette dame, nous pensons qu'elle a beaucoup à faire justement dans cette approche de conciliation avec l'Afrique, avec le leadership musulman en Afrique, et que par conséquent, nous comptons beaucoup sur elle, telle qu'elle est désignée comme la dame de Skopje, qui s'est distinguée en Russie dans la défense des intérêts patrimoniaux, des intérêts souverainistes, des intérêts de l'Afrique multipolaire. Nous allons penser à elle aussi dans cette intervention. Et donc, par conséquent, nous disons que ce Tabaski doit nous ramener à nos valeurs essentielles, à nos valeurs de l'islam, à la réconciliation, à la conciliation, comme nous dit le Coran Karim, le Coran et la Sunna. Et c'est en ce sens que nous intervenons sur cette question.
Nous allons venir sur quelques vidéos que nous avons choisies concernant ce voyage. Et la conduite de son prophète. Ce voyage de Nataliam à la rencontre. J'ai eu l'honneur d'être invité à venir lui rendre visite et à m'abreuver à la source de la connaissance. J'ai rencontré une âme très pleine. J'ai appris un petit peu parce que la connaissance qu'il a est infinie. Je me suis convaincue une fois encore que dans l'islam, on trouve des gens qui partagent le combat de la justice, le combat de la dignité, le combat de la tolérance dont nous avons besoin pour retrouver notre humanité. Car ce qui nous est dénié dans le combat que nous menons pour la conquête de nos souverainetés, c'est notre humanité en général. Et donc j'ai eu l'extrême honneur de venir aujourd'hui m'abreuver à une source profonde et je compte bien lors de mon prochain passage revenir me réinviter pour pouvoir continuer la discussion, approfondir la discussion. Il y a des axes de réflexion qui sont nés en moi, qui nécessitent d'être approfondis et vivifiés. Et j'espère pouvoir revenir souvent et bénéficier souvent de ce type d'échange avec le chef, mais aussi avec sa famille qui m'a accueilli comme une fille. بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا تقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. Eh bien, nous allons rester un petit peu sur cette rencontre de Madame Nataliam, qui est d'origine camerounaise, qu'on appelle la Dame de Scotchy, qui s'est révélée lors d'une conférence en Russie, lors de, comment dirais-je, un forum sur l'Afrique. Et dans cette vidéo que nous avons montré, qui est pour nous un espoir dans la paix, un espoir dans la paix, puisque on nous dit que Madame Nataliam, qui est une représentante comment dirais-je, multipolaire dans le mouvement de libération de l'Afrique, elle a rendu une visite courtoise au cheikh du Mali, Youssouf Hassan Diallo. Le compte-rendu de le procès-verbal, on va dire le compte-rendu de cet entretien rapporte que ces échanges ont été fructueux et ont marqué une rencontre chargée d'inspiration. Notant aussi que ce fut un moment de partage précieux. Disons que naturellement, on nous dit dans le procès-verbal que le combat pour la libération et la souveraineté des peuples opprimés était au cœur de ces échanges entre Madame Nataliam et le cheikh Hassan Diallo, qui n'a pas manqué à cette occasion de mettre en parallèle la mission des prophètes de Dieu, des envoyés de Dieu qui dans leur société n'étaient pas contre leur patrie, n'étaient pas contre leur territoire, n'étaient pas contre leur peuple. Donc le cheikh Hassan Diallo a souligné les valeurs patriotiques aussi du prophétisme en général. Et donc il a mis en parallèle la mission des prophètes de Dieu qui étaient les premiers réformateurs, parce que avant les prophètes, il n'y a pas eu de véritables. Les prophètes ont été les réformateurs, comment dirais-je, fondamentaux, puisque
Nous avons Al-Ghazali qui nous dit dans son livre d'Alal, Erreur et délivrance, Munkin al-Adalal, que en fait la politique, la science de la politique est une science d'origine divine et prophétique, et que cette science vient des livres révélés aux prophètes, des livres révélés du divin et des sentences des prophètes anciens qui ont fait jurisprudence et qui ont transmis à l'humanité un dépôt. Bon, le problème, c'est de voir ce que le fils d'Adam a fait de ce dépôt prophétique, qui est la politique, qui se trouve dans la révélation, dans la mission aussi prophétique. Donc, il est très judicieux que le cheikh Hassan Diallo ait pu rappeler cela à Madame Nathalie Yam, la mission des prophètes de Dieu, qui sont les premiers réformateurs de la société humaine et qui sont les premiers qui ont mené le combat. Et donc aujourd'hui, tous les peuples africains cherchent à s'affranchir, comme les prophètes, de l'hégémonie du koufr. Tous les peuples veulent s'affranchir de l'hégémonie de l'injustice, de l'hégémonie du Torian, de l'hégémonie de l'Esterbar, de l'impérialisme, du colonialisme. Et donc, cela a été précisé, et notamment les peuples du Sahel, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, ils sont, comment dirais-je, un modèle dans cette démarche prophétique. Et donc le Mali ne peut pas régresser parce que le Mali a été toujours les premiers. Les Maliens, à travers Abou Bakari II, ont été les premiers à découvrir le monde de l'Amérique. Bien avant les Européens, Christophe Colomb, c'est un Malien. À cette époque où, comment dirais-je, il y a eu une démarche non pas mercantiliste, une démarche agressive des musulmans, mais une démarche vers la recherche de la science. C'est pour cela que Abou Bakari II a quitté le Mali, a quitté l'Empire du Mali pour débarquer en Amérique, et c'est là qu'il a développé une civilisation africaine précocement avec les autochtones, les peuples premiers amérindiens. Donc il faut se rappeler de tout ça. Donc le Mali ne doit pas régresser. Le Mali doit être là où a débuté la révolution, avec les imams, avec l'imam Diko. Le Mali doit être premier, doit être en tête de la transformation, du changement pour la souveraineté dans le cadre du monde multipolaire. Il ne doit pas régresser. D'ailleurs, c'est le Mali qui a donné l'exemple pour le Burkina et le Niger. Donc, par conséquent, c'est pour cela que nous disons que les militaires, Excellence Assimi Goïta, doit se réconcilier avec l'islam, avec sa foi musulmane, avec ses compatriotes musulmans, avec aussi tout son peuple et aussi avec les imams. Et donc, c'est un message très important. Et dans le procès-verbal, Madame Nathalie Yang était accompagnée pour la circonstance d'un hôte du Niger, vous voyez, le grand militant souverainiste Abdourahmane Oumarou. Et donc, cette dame, elle s'est estimée comblée d'avoir pu rencontrer, d'avoir eu l'honneur de rencontrer un grand cheikh comme le cheikh Youssouf Hassan Diallo, et donc de pouvoir puiser son expérience et son savoir. Donc, nous avons là un élément important pour parler des choses qui pourraient, comment dirais-je, nous aider à résoudre le problème que nous vivons avec, comment dirais-je, des détracteurs de l'islam, les détracteurs de l'islam en Afrique, tels que nous devons exprimer en
en cette période du Tabaski, notre désaveu total vis-à-vis de ces éléments kamites, afrocentristes, pharaonistes, qui sont des détracteurs d'Allah, détracteurs des prophètes. Et donc, c'est pour ça que nous pensons que Madame Nathalie Young devrait se distinguer pour une mission encore plus importante, à notre avis, hein, c'est-à-dire, nous pensons que c'est ça notre réaction, notre pensée par rapport à cette jonction entre Madame Nathalie Young, qui est une représentante multipolaire de la souveraineté africaine, qu'on appelle la dame de Scotchy, hein, puisque, pour ne pas me répéter, elle s'est révélée dans un forum à Scotchy, en Russie. Alors, voilà notre message par rapport à cette rencontre, cette conclusion. Nous pensons que la dame de Scotchy, Madame Nathalie Young, est-ce qu'elle a la possibilité, est-ce qu'elle a le pouvoir de dénoncer depuis la Russie? Parce que la Russie, pour nous, est très importante, parce que la Russie se trouve en face des impérialistes étrangers qui nous assaillent. Et donc, est-ce que Madame Nathalie Young a la possibilité de dénoncer depuis la Russie, depuis les forums qui ont lieu en Russie, puisque nous savons qu'en Russie, il y aura la Maison d'Afrique, une Maison d'Afrique qui va se trouver à Moscou, et une Maison d'Afrique qui va se trouver aussi à Grozny, en Tchétchénie, où ce sera... c'est l'illustration pourquoi à Grozny aussi, une deuxième maison de l'Afrique, de la loyauté, du patriotisme des musulmans de Tchétchénie, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kazakhstan dans la Fédération de Russie. Donc, nous pensons que, c'est-à-dire que là, les voix africaines doivent s'exprimer. Et donc, nous pensons que, effectivement, que dénoncer en Russie, qui est un bastion de la résistance des peuples sans distinction, hein, de race, eh bien, ce serait important que Madame Nathalie Young puisse dénoncer à Moscou les actions de diversion et les actions de division du suprémacisme noir, qui est le principal ennemi que nous devons désavouer, ennemi d'Allah et de son messager en Afrique, c'est-à-dire les kamites, les afrocentristes, les pharaonistes qui portent atteinte à la foi des musulmans, qui portent atteinte aux musulmans en Afrique. Et donc, nous pensons que il faudrait profiter de, comment dirais-je, de cette évolution avec Madame Nathalie Young pour se distinguer et pouvoir dénoncer les actions de diversion du suprémacisme noir, qui est la base arrière du suprémacisme blanc, en quelque sorte, du suprémacisme blanc impérialiste. Tout cela est contraire aux intérêts du monde multipolaire, par rapport aux activités néfastes de ces groupuscules kamites qui sont en fait ces agissements sont contraires aux intérêts du monde multipolaire, notamment aussi en Afrique, de la part de ces groupuscules nébuleux qui sont des faux opposants en quelque sorte africains, et y compris aussi dans la diaspora, parce que il y a des ramifications dans la diaspora aux Caraïbes et en Europe de ces groupuscules nébuleux, et donc qui en définitive en fait nous dénonçons, nous désavouons ces ennemis d'Allah et du messager de Dieu, ces kamites qui sont des renégats kamites analogues aux nazis ukrainiens, qui, vous savez, les nazis ukrainiens sont opposés à la Fédération de Russie pour l'OTAN.
Et en Afrique, nous avons les Kamites qui sont opposés à l'Afrique et à l'islam et au peuple musulman du monde pour les comment dirais-je, agendas impérialistes, égypto-pharaonistes, franc-maçonnistes, occidentaux, hégémonistes, impérialo-racistes. Donc, c'est très important de pouvoir, comment dirais-je, trouver les conditions de... et d'ailleurs, nous avons vu qu'au Mali, il faut le rappeler, le Haut Conseil islamique du Mali et des associations de Olema ont dénoncé les Kamites comme un poison violent pour, comment dirais-je, pour la paix en Afrique, pour la paix au Mali, et nous avons des éléments, sur ça, sur cette, ce que nous appelons la gangrène kamite suprémaciste noir, qui est le corollaire du suprémacisme blanc, qui constitue un arsenal ou une base arrière impérialiste contre l'islam et contre le leadership musulman. Donc c'est très important. C'est-à-dire que il va pas sans dire que il faudra fortement travailler sur ce volet-là pour pouvoir trouver les réponses qu'il faut, puisque nous allons vous donner des éléments sur la duplicité de ces personnes. Et donc, nous allons vous présenter un élément, un détracteur que vous devez connaître, c'est Monsieur Franklin Nyamsi au Cameroun dans son double jeu que nous avons dénoncé. Qui était chef de l'État, qui se croyait invincible, et Assimi Goïta que vous voyez là. Le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et faites chacun un par lieutenant-colonel burkinabé. Donc, nous avons là, comment dirais-je, démontré que Franklin et M. Cameroun qui se trouve là, à côté, aujourd'hui à côté de son excellence Assimi Goïta, et en même temps un détracteur du colonel Assimi Goïta. Et c'est ce que nous rappelle cette vidéo. Et nous allons donner en quelque sorte des éléments sur ce Kamite, M. Franklin Nyamsi au Cameroun, qui est un élément de la base arrière occidentale, Kamite, soi-disant professeur de philosophie dans une banlieue française, je ne sais pas si la double nationalité Cameroun et française, mais qui fait un travail de sape en tant que Kamite un peu partout en Afrique, au Sénégal. Il s'en prend, nous allons vous montrer qu'il s'en prend comment dirais-je, à son excellence aussi Ousmane Sonko et au président Bassirou. Il s'en prend au PASTEF de la même manière qu'il s'en prend
de manière astucieuse au colonel Assimi Goïta. Donc pour nous, la stratégie de monsieur Franklin Yamsi Kameun, ce détracteur, c'est de tenter de faire peur aux musulmans, peur aux leaders. Donc il a tenté, comment dirais-je, de profiter de sa stature de professeur de philosophie en France pour faire pression sur son excellence Assimi Goïta, de manière à ce que, pour faire peur au colonel Assimi Goïta, comme quoi qu'il serait tué, il serait victime d'un coup d'État, ceci et cela, mais c'était pour justement essayer comment dirais-je, c'était une stratégie pernicieuse et subtile pour pour faire peur au colonel Assimi Goïta, pour que le colonel Assimi Goïta se dise, ben, puisque ce kamit-là représente un danger pour moi, donc il faudrait que je le reçoive. Et donc c'est comme ça qu'on peut interpréter que comment on peut considérer les attaques. Le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Et faites chacun. Donc ce sont des influenceurs qui sont qui constituent une base arrière de l'impérialisme. Et vous voyez comment il fait pression sur le colonel Assimi Goïta pour... Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Pour faire peur à son excellence Assimi Goïta pour qu'il puisse gagner de sa proximité. Premier, qu'on le reçoive. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour que Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si... Lui, donc ce sont des semeurs de division et de diversion. Assimi Goïta, des caméléons. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. Et que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Donc, voilà. Donc, notre vidéo est significative de la stratégie des Kamites pour se rapprocher des décideurs
du mouvement africain pour essayer de, comment dirais-je, de les manipuler. Jusqu'à ce que monsieur Ramsi Cameroun, monsieur Franklin Ramsi au Cameroun s'est rapproché du colonel Assimi Goïta pour se faire recevoir. Ben, sa place n'est pas là, sa place est en prison. Au Mali, normalement, sa place n'est pas là. Sa place n'est pas d'être reçu par le colonel Assimi Goïta. Après avoir dit tout cela, donc vous avez écouté que ce monsieur Kamit est une girouette, un caméléon, Kamit, hein, en la personne de monsieur Franklin au Cameroun, qui, vous voyez ses déclarations et son approche, ses déclarations incendiaires contre Assimi Goïta, et c'est la même chose, nous allons voir, contre les nouveaux dirigeants sénégalais, notamment son Excellence Ousmane Sonko et Bassirou. Et donc, nous voyons qu'il est chargé d'un travail de sape. Et c'est pour ça que nous devons désavouer et dénoncer ces éléments, parce que, d'une part, il fait un travail hypocrite, pour vilipender lui-même ses personnalités et de jouer le double jeu, la double face opportuniste. Donc, voilà des éléments qui contribuent à la déstabilisation du mouvement africain au Mali, au Burkina et au Niger que les musulmans en cette période du Tabaski doivent désavouer formellement. Et nous avons d'autres éléments aussi sur ce monsieur que nous allons vous donner pour vous montrer que effectivement c'est une stratégie bien orchestrée pour s'attaquer aux comment dirais-je, aux dirigeants pour perturber leur travail de conciliation, leur travail de réconciliation nationale, parce que le kamitisme, en fait, c'est une base arrière de l'Occident pour créer la division et pour essayer d'amener le leadership musulman en Afrique pour le remplacer par ce qu'ils appellent le royaume du pharaon Kemet. Et donc, nous allons vous donner des éléments là concernant concernant, je ne sais pas si je pourrais avoir cette vidéo-là. On essaie encore pour voir si on peut la voir, voilà. On dirait des gamines de 16 ans qui n'ont jamais... Voilà un autre panafricaniste, hein, La présence de bases militaires étrangères au Sénégal. qui s'attaque au président Sonko. Teble Kemit, civil pour Afrodidacte. Les gars, c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont trahi la cause panafricaine? Est-ce qu'ils ont trahi... la cause panafricaine? Pour leur arrivée au pouvoir? Est-ce qu'ils ont trahi les panafricains d'Afrique et du monde entier qui ont œuvré pendant des mois et des mois, qui ont soutenu le PASTEF pour qu'il puisse venir au pouvoir? Je me mets dedans parce que je fais partie de ces personnes-là qui ont activement soutenu Ousmane Sonko, et je pense que le discours qu'il tient et qu'il tenait est, à mon sens, un discours qui va dans le sens de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'émancipation concrète du peuple africain. Mais est-ce que ces deux personnalités qui sont venues au pouvoir actuellement au Sénégal ont trahi la cause pour laquelle le peuple a voté pour eux? Et très honnêtement, on va rentrer plus en détail dans quelques secondes. Et sachez que je vais donner mon avis de façon tranchée. Comme vous le savez très bien, j'aime pas faire du chipotage. Et je vais rentrer plus en Donc nous allons écouter cette vidéo pour tout de suite venir sur le nommé Ramsi Ouakameoun, qui fait le même travail de sape au niveau du Sénégal qu'au Mali. Si vous voulez être puissant dans le monde. Bassirou Diomaye Faye dit à Assimi Goïta, ta décision, je ne la respecte pas. Tu dis que tu as quitté la CEDEAO, que le Mali a quitté la CEDEAO. Moi, Bassirou, je viens d'être élu au Sénégal, je te dis que tu es toujours dans la CEDEAO.
Bassirou dit au Burkina Faso, il dit au président Ibrahim Traoré, ta décision en tant que chef de l'État burkinabé, moi Bassirou, je ne la considère pas. Tu dis que le Burkina a quitté la CEDEAO, mais moi Bassirou, je dis que le Burkina est toujours dans la CEDEAO et qu'il doit y rester. C'est du mépris. Bassirou, je ne sais pas sur quoi il compte pour se tenir devant le président Tchani, le général Tchani, président du Niger, et lui dire, moi Bassirou, je te dis, Tchani, tu dis que le Niger a quitté la CEDEAO, mais moi Bassirou, je dis que le Niger est encore dans la CEDEAO et je vais maintenir le Niger dans la CEDEAO. Le mépris, c'est du mépris. Et il faut que les Sénégalais disent ça au président. Arrêtez de flatter le président quand il déconne. Aidez le président. Vous les conseillers qui êtes au palais à Dakar, allez voir le président pour lui dire d'arrêter sa tournée, ou plutôt d'arrêter de mettre le nom du Mali, du Burkina et du Niger dans sa bouche pendant la tournée. De laisser ces trois noms, parce que c'est en train de détruire toute l'aura positive avec laquelle il est arrivé au pouvoir. Il est en train de se flinguer. Il est en train de se flinguer, Bassirou. Il faut être quelqu'un qui ne l'aime pas pour ne pas lui dire ça. Suppliez Bassirou d'arrêter. Il nous fait mal au cœur. J'ai pitié pour le peuple sénégalais qui est mort pour lui quand il parle comme ça. Bassirou Moïse Sonko, Moïse Sénégal. Le peuple sénégalais ne vous a pas donné le pouvoir de mépriser le peuple malien, le peuple burkinabé et le peuple nigérien pour faire plaisir aux vieux grigous sorciers qui veulent vous manger cru. Même Dubaï, que vous voyez là, Dubaï, ça fait partie d'un ensemble de trucs. Donc nous voyons que ces détracteurs, ils ont la même stratégie. Vous voyez, il a utilisé, comment dirais-je, des invectives contre son excellence Assimi Goïta, c'est pour se rapprocher du palais. C'est pour se rapprocher parce qu'il a un travail à faire. Ce sont des éléments kamites qui servent de base arrière à l'Occident contre l'islam. Et de la même manière, vous avez vu que il procède pour attaquer les personnalités élues par le peuple au Sénégal de la même manière. Donc nous voyons que c'est une stratégie commune, ils appellent ça panafricanisme, mais nous disons que c'est en fait une récupération du panafricanisme par des néo-négropolitains qui se servent en quelque sorte de l'afrocentrisme pour déstabiliser le leadership musulman. Et comme certains ont dit, notamment Motoundé, c'est pour remplacer le leadership musulman en Afrique par le royaume de Kemet. Donc le problème, c'est que effectivement, pour le Mali, pour le Niger, eh bien, c'est en ce sens que nous disons que la démarche de Madame Nathalie Yamb, qui connaît ces personnes, il est possible qu'elle ait des dispositions, des moyens de revoir les choses d'un point de vue plus, comment dirais-je, un point de vue plus rationnel. Et donc par conséquent, c'est pour ça que nous avons dit que effectivement il y a un grand désespoir pour ces Kamites parce que ils ont compris que la révolution en Afrique ne sert pas leurs objectifs, parce que effectivement cette révolution, elle se passe où? Elle se passe en Afrique de l'Ouest, où vous avez 95% de musulmans, au Sénégal, au Niger, au Burkina, et que par conséquent, l'Occident, à travers ces éléments, eh bien, ils veulent influencer, comment dirais-je, un processus de récupération. Et c'est pour ça que nous avons vu que des musulmans maliens ont dénoncé au niveau du Haut Conseil islamique au Mali, ont dénoncé les Kamites comme un poison pour l'Afrique. Nous avons vu aussi qu'au Niger, des populations musulmanes se sont prononcées contre, comment dirais-je, des meetings prévus par certains Kamites. Donc l'Afrique commence à
comment dire, à mettre des garde-fous contre ces éléments. Et c'est pour ça que nous disons que cette période du Tabaski qui recherche la paix en islam et au sein de la communauté planétaire, y compris africaine, doit être, comment dirais-je, déterminée dans le désaveu vis-à-vis des ennemis d'Allah et de son messager qui sont ici désignés. Parce que nous rappelons que ces personnes se réclament du Sénégalais Anta Diop, qui est un anthropologue. Mais il faut se rappeler que l'anthropologue Anta Diop avait prévenu et averti, comment dirais-je, de ce qu'il a appelé dans un de ses ouvrages le nazisme à rebours. Et en définitive, le suprémacisme noir, kamite, afrocentriste, égypto-pharaonique, c'est le pendant du suprémacisme blanc, hégémonique et raciste, qui a pour ennemi toutes les populations musulmanes de l'Afrique et aussi la Oumma, la communauté musulmane planétaire. Et c'est pour ça que ces bases arrières de l'Occident, de l'impérialisme, ont jeté leur dévolu sur l'Afrique de l'Ouest où il y a des mouvements très importants qui se passent et qui peuvent rejoindre progressivement les grands mouvements de civilisation avec les grands almamis tels que nous avons eu ces grandes civilisations de Songo, de Tombouctou, de Gao qui ont rayonné. Donc c'est pour prévenir, c'est-à-dire le retour à une nouvelle donne constitutionnelle, institutionnelle que se manifestent ces éléments qui servent de base arrière de l'Occident en combattant les musulmans, en combattant l'islam, tout en se disant, comme dirais-je, des partisans de l'Afrique. Donc nous devons décoder ces anomalies et nous devons combattre ces personnes de manière déterminée. Et donc, nous pensons que l'anthropologue sénégalais a une grande responsabilité dans cette affaire parce que l'anthropologue sénégalais il vient de parents musulmans, de parents croyants. Alors, est-ce que au jour du jugement dernier, l'anthropologue Anta Diop, il pourra se dédouaner devant Allah? Parce que en fait, ses travaux n'ont pas porté sur la spiritualité dont il est issu, c'était la spiritualité musulmane. Il a donné des éléments par rapport au pharaonisme à ces personnes aujourd'hui qui viennent en son nom, parce qu'il parle de Cheikh Anta Diop, l'université de Cheikh Anta Diop, soi-disant à Dakar, alors qu'il s'agit d'une secte satanique telle que les Maliens l'ont dénoncé, telle que les Nigériens l'ont dénoncé, une secte satanique initiée par les travaux sur le pharaon de Cheikh Anta Diop. Donc il faut se poser toutes ces questions et c'est pour cela que nous vous avons présenté ces personnes qui ont une stratégie, c'est-à-dire que attaquer l'Afrique de l'Ouest à travers des dirigeants qui sont promoteurs de changement pour leur faire peur, comme quoi qu'ils seront dénoncés, ils seront au banc de la société occidentale, notamment M. Kamsi au Cameroun, qui est professeur de philosophie en France, qui a sûrement la double nationalité. Et donc, c'est ainsi qu'il s'est rapproché, ce caméléon s'est rapproché du colonel Assimi Goïta, que lui-même, il prononçait des diatribes, et c'est de la même manière qu'il continue son petit jeu pour s'attaquer aux nouvelles personnalités sénégalaises. Mais le problème, c'est que, en fait, ils n'ont pas compris que ces éléments, nous allons dire, insignifiants, ces nébuleuses groupusculaires n'ont pas compris que l'islam a des racines puissantes et séculaires en Afrique, et ce sont des menus fautins, ce sont des
des éléments parasitaires qui ne pourront pas déjouer par leur stratégie, par leur attaque, parce qu'il ne faut pas oublier que le néo-panafricanisme, c'est une récupération du panafricanisme tel que nous l'avons connu avec les combattants de la liberté comme Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Amilcar Cabral, Agostinho Neto, des combattants de la liberté avec le Frelimo, qui étaient, comment dirais-je, des combattants de la liberté qui ont été financés par, dans leur effort de libération face à l'apartheid, de libération face au colonialisme portugais, qui ont été financés par les pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, par la Libye, par l'Irak, par la Syrie, par l'Algérie, par l'Indonésie, tout ça, et qui ont été soutenus aussi diplomatiquement par tous ces pays musulmans. Donc le sionisme, constatant que tous ces efforts pour essayer d'infiltrer, comment dirais-je, l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui est devenue l'UA, ont échoué. Notamment, vous avez vu que lors d'une récente séance de l'Union africaine, eh bien, monsieur le Tchadien Mahamat, disons, qui est secrétaire de l'UA, il a, comment dirais-je, expulsé la délégation sioniste israélienne. Donc, le sionisme, il faut le dire, considérait que le fait que cette union qui existe entre l'Orient et l'Afrique, entre le monde arabe, entre le monde musulman et l'Afrique, qui a permis de faire tomber l'apartheid avec le soutien financier et diplomatique influent des pays afro-asiatiques musulmans, depuis l'Égypte, la Libye, l'Irak, l'Iran, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays musulmans, eh bien, ça représente un danger pour Israël, parce que Israël se dit de la même manière que, effectivement, ces aides financières des frères musulmans, des frères africains, des frères arabes, du camp afro-asiatique, qui représente une profondeur stratégique pour les mouvements de libération panafricains, si cela existe, donc peut-être que le mouvement panafricain, il augmentera en puissance et il sera un danger pour l'entité sioniste d'Israël. C'est pour cela que, comment dirais-je, comme l'Afrique, c'est une donne importante dans toute équation stratégique, comme on le voit aujourd'hui, avec l'importance qu'accorde la Chine, la Russie, les pays du BRICS, le monde multipolaire à l'Afrique. Donc, l'Afrique musulmane représente un danger pour le sionisme, pour Israël. C'est pour cela que ils ont, comment dirais-je, ils ont infiltré le mouvement panafricain qui, normalement, à sa base, vous aviez des combattants de la liberté qui, depuis le mouvement de libération algérien avec Frantz Fanon, ils étaient liés au combat de la lutte sud-nord, au combat des non-alignés, et c'est un combat planétaire du fait aussi qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée générale de l'ONU. C'est pour ça que la diversion sioniste, franc-maçonniste, à travers ces éléments néo-panafricanistes, c'est c'est de transformer le panafricanisme en un mouvement du suprémacisme racial, à l'instar du suprémacisme racial blanc. Donc, suprémacisme racial noir, à l'instar du suprémacisme racial blanc, et, comment dirais-je, avec une dimension kémétique, pharaonique, pour essayer de déraciner, pour essayer d'éradiquer, comme il le souhaite, l'islam en Afrique, puisque lorsqu'il parle des États-Unis d'Afrique, eh bien, il y a certains éléments, comment dirais-je, théoriciens
du kamitisme et de l'afrocentrisme, comme Théophile Ogbonga, comme Bilolo, comme Omotunde, comme d'autres, qui ont dit que pour faire les États-Unis d'Afrique, il faut écraser le leadership musulman et remplacer le leadership musulman par le royaume du pharaon Kemet. Et de même, de remplacer la monnaie préconisée par Muammar Gaddafi, l'afro, remplacer ça par la monnaie de Kemet. Donc, il y a une véritable conspiration des nébuleuses groupusculaires kamites, et que les Africains, en général, qu'ils soient animistes ou musulmans, doivent faire très attention à cette division, parce que il faudra, comment dirais-je, il n'y a plus de guerre entre populations animistes et musulmanes. Et donc les populations africaines, qu'elles soient musulmanes ou animistes, doivent s'unir contre, comment dirais-je, contre l'impérialisme étranger qui cherche à dominer l'Afrique par des moyens de division. Et nous voyons la situation de division en Afrique. Nous avons vu la situation du Sud-Soudan. Cette division du Sud-Soudan, orchestrée par Israël, orchestrée par, comment dirais-je, l'istikbar occidental, les impérialistes occidentaux, orchestrée par le sionisme. Nous avons vu aussi comment dirais-je, le Mali a failli, comment dirais-je, tomber dans le coup des infiltrations à cause de Serval, des différentes interventions qui se servaient justement du séparatisme touareg pour essayer de créer une base de division comme ils ont fait de l'utilisation des Kurdes en Iran, des Kurdes iraniens, des Kurdes irakiens, des Kurdes syriens et des Kurdes turcs, comme ils ont tenté de faire avec l'instrumentalisation des problématiques kabyles en Algérie. Donc par conséquent, il y a lieu de comprendre que effectivement cette infiltration de l'ennemi kamite dans le mouvement africain, c'est une base arrière de l'impérialisme, et que par conséquent, nous devons comprendre qu'ils sont très gênés aujourd'hui par le mouvement sénégalais. Parce que le mouvement sénégalais n'a pas commis les mêmes erreurs. N'a pas commis les mêmes erreurs qu'au Mali, puisque au Sénégal, il n'y a pas eu un coup d'État pour court-circuiter un mouvement musulman populaire. Il y a eu au Sénégal une élection populaire où Ousmane Sonko, Premier ministre, et son alter ego, le président Bassirou, ont été plébiscités par la majorité de la population, et ils ont fait, c'est-à-dire ils ont réalisé pacifiquement une révolution qui va déraciner tous les, comment dirais-je, toutes les stigmates, qui va enlever tous les stigmates de la France-Afrique, à savoir les bases militaires, à savoir cette logique de cooptation de la franc-maçonnerie à travers la France-Afrique pour infiltrer les rouages des États africains. Donc, c'est une révolution passive, mais qui a des objectifs, et que par conséquent, il faut savoir que les dirigeants Ousmane Sonko et son Excellence Bassirou sont issus comment dirais-je, des racines culturelles, culturo-spirituelles du Sénégal, et par conséquent, ce sont des gens qui lisent le Coran. Ce sont des gens qui, dès leur enfance, ont été des enfants de la Zaouïa, et qui sont devenus des intellectuels, qui sont devenus des doctorants, qui sont devenus des personnalités, et qui ont gardé leur âme, et qui ne se sont pas, qui n'ont pas été perturbés, comme certains Maliens ont été perturbés
par les doctrines militaristes occidentales qui, comment dirais-je, qui ne prennent pas en compte les valeurs civilisationnelles, sociétales et culturelles. Donc, si aujourd'hui, M. Cameroun et les Kamites s'attaquent à la révolution pacifique sénégalaise, c'est parce qu'ils voient à travers cette révolution un grand danger, parce qu'ils ont essayé d'approcher le Mali à travers d'un complot pour tenter d'égarer le colonel Assimi Goïta. Ils ont tenté d'infiltrer le Burkina Faso pour essayer d'égarer, comment dirais-je, le capitaine Traoré. Mais ce qui est difficile, c'est que le Niger, dans son assise traditionnelle, spirituelle, musulmane, à côté du Tchad, c'est autre chose. Et c'est pour ça que les Nigériens ont très bien compris que les Kamites sont des éléments comment dirais-je, du suprémacisme bantou qui veulent utiliser le vrai panafricanisme combattant pour le travestir, pour en faire, comment dirais-je, un allié, une base arrière de l'Occident contre l'islam. Parce que l'ennemi de l'Occident, c'est pas l'Est. L'ennemi de l'Occident, le véritable ennemi de l'Occident sur la planète, c'est l'islam. Et c'est en ce sens que nous voyons que toutes les manifestations, toutes les velléités de revenir à l'historique constitutionnel, à l'historique juridictionnel qui se passe comme une lame de fond dans la population, dans le peuple malien, dans le peuple nigérien, dans le peuple de l'Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui dérange parce que c'est déraciné. Cela, c'est le déracinement de comme 60 ans d'assimilation constitutionnelle française, occidentale, belge, américaine, etc., etc. Donc c'est là le danger pour l'impérialisme et c'est pour ça que nous devons insister sur ces éléments et nous allons vous donner quelques éléments pour mieux comprendre ce qui se passe dans la confrontation. Ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Parce que la tirée fana be à côté. La tirée de Niala FM la tirée ni pour la tirée au début. Donc wallahi nyani ni kala ibikaso. Donc il y a une lutte. Il y a une lutte de l'Occident contre le leadership musulman africain et l'Occident se sert comme base arrière des afrocentristes, des Kamites, des pharaonites, puisque c'est eux qui, en infiltrant le mouvement de transformation, le mouvement de transformation africain qui a la possibilité de faire table rase des institutions occidentales, eh bien ce sont ces gens-là qui ont la possibilité de créer la division, de faire la diversion. Et c'est pour ça que nous allons conclure sur ce point-là, qu'ils n'ont pas trouvé à travers la révolution sénégalaise les espérances qu'ils avaient de se servir, comment dirais-je, des travaux de l'anthropologue sénégalais Cheikh Anta Diop comme cheval de bataille pour s'attaquer comment dirais-je, à la société musulmane sénégalaise.
Et c'est pour cela que il y a ce sanglot, on va dire, il y a ce sanglot des Kamites, ce sanglot de ces messieurs Franklin Nyamsi au Cameroun, ce sanglot des afrocentristes du fait que la révolution au Niger, au Mali, au Sénégal va suivre son cours et ne sera pas récupérée par les faux panafricanistes, les faux opposants. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons prendre conscience dans cette période du Tabaski, que pour que nous puissions trouver la paix de l'islam, nous puissions retrouver la sérénité de la Oumma, de notre communauté planétaire, aussi en Afrique, nous devons combattre avec détermination et sans pitié les Kamites, qui sont les ennemis d'Allah et les ennemis du messager d'Allah, comme il y a toujours eu des ennemis d'Allah à toutes les périodes comment dirais-je, des missions prophétiques. Et c'est pour cela que, justement, nous pensons que cette jonction entre les militaires et les imams est fondamentale. Parce que les militaires doivent jouer leur rôle, comment dirais-je, pour développer la puissance militaire capable d'assurer la défense terre, air, mer, sol, air, air, sol, dans la perspective des États-Unis d'Afrique, mais ils doivent travailler de concert et donner la primeur pour l'orientation de la société aux fondamentaux de la civilisation africaine qui n'est pas une construction occidentale, qui est une construction séculaire, millénaire de nos anciens, de nos almamis, de nos imams qui ont créé avant la civilisation occidentale des grandes civilisations rayonnantes avec les Askia Mohammed, avec les Mohamed Lamine, avec les Rahba et les Ousmane Danfodo au Tchad, au Soudan, avec Mohamed Lamine, avec Cheikh Ahmadou Bamba, avec Cheikh Ahmed Tijani, avec tous ces grands ulémas qui ont, avec l'Amir Abdelkader en Algérie, avec Omar Mokhtar en Libye, avec tous ces ulémas qui ont été les pionniers de la défense de l'unité de l'Afrique et qui ont été confrontés dès le début à ces, comment dirais-je, à ces envahisseurs occidentaux d'hier qui ont pénétré par l'idéologie de la suprématie blanche le continent africain pour détruire ses fondements éducationnels, culturels et pour remplacer ça par des écoles catholiques et différentes, comment dirais-je, différentes structures pour occidentaliser, pour franciser les élites et pour rejeter vers le nord les Africains coranisants, les Africains arabisants, et cela a créé, nous avons vu comme au Tchad, sous Tobalbaye, eh bien le colonialisme s'est basé sur comment dire, la domination chrétienne du sud des Sahara pour essayer d'avoir une mainmise sur le Tchad. Et nous avons vu que la résistance qui est venue du nord avec les gens du BAT, du Borkou, de l'Enedi, du Tibesti, qui ont relevé le défi et qui ont replacé le Tchad dans sa, comment dirais-je, dans son berceau naturel. Et donc, par conséquent, nous voyons que ces tentatives ont toujours eu lieu en Afrique et nous voyons comment des colonialistes comme Félix Eboué, ce Guyanais Félix Eboué, servait dans les AOF et dans les AEF dans l'Oubangui-Chari et qu'il remarquait qu'il y avait une résistance au Tchad à cause de l'importance du socle musulman et il faisait appel à des missions chrétiennes pour renverser la situation. Il faisait appel à la suppression, aux lois pour supprimer la polygamie. Et donc c'est pour ça que nous, en ce Tabaski, nous faisons un éloge aux combattants
aux combattants du Tchad, la famille Wedey, Goukouni, toute cette famille qui s'est sacrifiée pour que le Tchad ait sa souveraineté, que le Tchad soit un pays souverain, indépendant, le Tchad qui soit en mesure d'avoir des relations normales sans ingérence avec tous les pays. Et donc, par conséquent, il faut se rappeler que cette lutte a commencé avec les Al-Mami, avec l'ami Abdelkader en Algérie, avec Omar Mokhtar en Libye, avec les grands Zolema, Rahba, Ousmane Danfodo au Soudan, au Tchad, Mohamed Lamine, Askia Mohamed, El Hadj Omar, Samori Touré, tous ces Amadou Mamba, Cheikh Ahmed Tijani. Donc, c'est ce dont l'Occident a peur. Et c'est pour ça que comment dirais-je, qu'il est utilisé, qu'il est instrumentalisé, ces négropolitains du kamitisme, de l'afrocentrisme, parce que le panafricanisme, ce mouvement n'est pas né en Afrique. Hein? Le panafricanisme, c'est-à-dire que s'il y a panafricanisme, eh bien les premiers panafricanistes, c'était les Almami qui luttaient contre l'invasion des Portugais, des Hollandais, des Français, des Allemands, qui ont voulu pénétrer l'Afrique et qui ont détruit l'Afrique, détruit notre culture, détruit notre spiritualité, détruit nos institutions pour installer la laïcité dont les Maliens n'en veulent plus. Et donc, par conséquent, il y a à se référer à ces valeurs. Et c'est pour ça que nous disons que ce tabaski, cette approche du tabaski, doit être un moment de paix, de conciliation entre les militaires et les imams, les dirigeants, pour que la communauté, la Oumma soit à sa place dans les institutions, dans le fonctionnement de l'État, dans le fonctionnement, comment dirais-je, des structures étatiques sur le plan de la culture, de la philosophie, de l'économie, et que la spiritualité soit le socle, comme elle a été toujours, pour comment dirais-je, le fondement de la culture de l'Afrique, de l'Ouest. Et donc, par conséquent, ce tabaski aussi pour la conciliation entre les militaires et les politiques, pour arrêter ces répressions, pour créer les conditions d'une vraie unité nationale, pour le retour de l'imam Dicko, pour la sortie des prisons au Burkina, au Mali, et donc par conséquent, et aussi au Niger. Et donc par conséquent, c'est ce moment-là de communion de la Tabaski qui doit nous permettre de bien désigner nos ennemis, qui sont les impérialistes étrangers qui se servent des éléments de l'intérieur comme les Kamites, que nous devons désavouer parce qu'ils sont les ennemis d'Allah, et que nous devons désavouer tous les ennemis d'Allah et de son messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Et donc c'est pour cela que nous allons terminer cette intervention avec quelques doigts. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Eh bien, en tant que musulmans du centre islamologique africain caribéen de la Sunna, eh bien, nous faisons en cette période du Tabaski, pour conclure, un appel aussi aux musulmans wahhabites et salafites, pour leur dire que, frères musulmans, l'islam a trop d'ennemis. Frères musulmans, wahhabites et salafites, l'islam, la Oumma, a trop
d'ennemis intérieurs et extérieurs pour continuer dans les, comment dirais-je, les anathèmes sectaires contre tel ou tel musulman, etc., etc. L'intérêt multipolaire et l'intérêt géopolitique de la Ummah, l'intérêt géopolitique du califat, d'une fédération des musulmans de la terre, exige un consensus. Et il a fallu attendre la Chine pour réconcilier l'Arabie saoudite et l'Iran, alors que vous-même, musulmans, vous n'aviez pas besoin de l'intermédiaire de la Chine, qui a des problèmes avec les musulmans dans le Xinjiang et dans le Ouïghour pour réconcilier l'Iran, même si vous dites qu'ils ne sont pas musulmans, et l'Arabie saoudite. C'est une perte pour la Ummah, c'est une perte pour la fédération des musulmans. Nous sommes sunnites, malékites, mais nous vous disons salafites, il faut arrêter. Wahhabites, il faut arrêter avec les subdivisions que vous faites. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt multipolaire et géopolitique du califat, qui est donc la fédération des peuples musulmans. Et donc, par conséquent, c'est en ce sens que le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane, nous demandons d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de prier pour tous les musulmans, qu'ils soient salafites, wahhabites, tariqistes, malékites, anbalites, shafiites, hanafites. Et donc, par conséquent, nous, en tant que Centre islamologique africain caribéen, loin de l'Afrique, nous voyons tous les défauts. Nous voyons tous les défauts, et c'est pour cela que, en tant que votre petit frère, humblement, sans prétention, nous vous disons d'arrêter avec cette division. Parce que nous avons trop d'ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, et si nous cherchons le bonheur de l'islam, le bonheur de la Ummah, le bonheur des peuples africains, le bonheur de la Ummah, de la communauté planétaire, nous devons arrêter la division. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.